Nous allons maintenant aborder le chapitre 3 de ce cours de physiologie portant donc sur le cœur. Et donc, nous allons traiter le couplage excitation-contraction. Le plan du cours sera le suivant. Nous allons tout d'abord parler de l'élément qui est responsable de ce couplage. En effet, le processus de dépolarisation que nous avons décrit au chapitre 1 va déclencher l'onde de contraction qui se propage à tout le muscle cardiaque. Pour que la dépolarisation se transforme en activité mécanique, il faut qu'il y ait un élément qui soit responsable de ce couplage. Cet élément, je ne vous le cacherai pas plus longtemps, est évidemment le calcium. Et nous parlerons ensuite de l'entrée du calcium dans la cellule cardiaque. Comment est-ce que le calcium peut entrer dans la cellule et à quel moment est-ce qu'il va le faire? Et ensuite, nous aborderons le phénomène de la contraction, mais pour que ce phénomène de contraction puisse se renouveler, encore une fois, pour que le système soit cyclique, il va falloir ensuite qu'il y ait une relaxation mécanique. Ce schéma correspond à la superposition d'un potentiel d'action d'une cellule ventriculaire cardiaque, illustrée ici en orange, et exprimée en millivolts, et la superposition de la réponse contractile ou de la réponse mécanique de cette cellule, représentée ici en bleu et exprimée en grammes. Nous observons que la réponse contractile de cette cellule cardiaque va commencer très peu de temps après le début de la dépolarisation et que la durée de la réponse contractile est environ 1,5 fois celle du potentiel d'action. La période réfractaire absolue est indiquée sur ce schéma par le segment PRA. Le rapport entre cette période réfractaire et la durée de la contraction et la comparaison avec le muscle squelettique est un élément qui permet d'expliquer pourquoi le muscle cardiaque, contrairement au muscle squelettique, n'est pas tétanisable. Il ne peut pas y avoir de contraction durable du muscle cardiaque puisqu'il existe cette période réfractaire. Vous comprendrez plus loin le pourquoi de cela. L'élément donc qui est responsable du couplage excitation-contraction va être l'ion calcium. À quel moment est-ce que l'ion calcium entre dans la cellule cardiaque? Eh bien, si nous revenons au chapitre 1, nous savons que le calcium va rentrer dans la cellule lors de la phase 2 du potentiel d'action, également appelée phase de plateau. C'est en effet, comme on le retrouve sur ce schéma, à ce moment-là que la conductance calcique augmente. Cette conductance calcique, vous vous en souvenez, elle est lente et elle est soutenue. Ce qui veut dire que les ions calcium vont rentrer, mais de façon beaucoup moins dynamique que le sodium, mais de façon beaucoup plus durable. Nous allons donc voir plus spécifiquement cette entrée de calcium dans la cellule cardiaque. Il y a en effet une ouverture des canaux calciques qui est dépendant du voltage, ou autrement dit dépendant de la dépolarisation membranaire. Et les ions calcium vont entrer dans la cellule puisque, nous le savons tous, la concentration en ions calcium est plus importante à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Cette entrée de calcium extracellulaire va déclencher la libération du calcium de zones de stockage à l'intérieur de la cellule. Et ces zones de stockage intracellulaires sont le réticulum sarcoplasmique pour l'essentiel, mais également les mitochondries. Le calcium extracellulaire entraîne donc la libération du calcium stocké dans ces organites intracellulaires. La dépolarisation de la membrane de la cellule ne va donc servir que de déclencheur à ce phénomène de libération depuis les stocks intracellulaires. Voici une représentation schématique de ce phénomène. Ce schéma reprend des structures que vous avez étudiées dans le cours d'histologie du professeur Seignerin. Il permet de comprendre quel est l'intérêt de la proximité dans le muscle strié cardiaque entre les tubules T et les tubules L, d'une part, et d'autre part entre les tubules T en face et le vis-à-vis de ces tubules T, dirais-je, avec chaque strie Z. Donc vous avez ici indiqué les tubules T, qui sont donc des sortes d'invagination
du sarcolème à l'intérieur de la cellule, les tubules L qui sont représentés par le réticulum sarcoplasmique, et la strisette qui est le point d'insertion des myofilaments contractiles, des protéines contractiles, représentées sur ce schéma en bleu pour les filaments fins d'actine et en vert pour les filaments épais de myosine. Le calcium, ici, est représenté par ces petites billes rouges qui vont donc à la fois provenir pour une faible partie de l'extérieur de la cellule, puis ensuite sortir du réticulum sarcoplasmique. Nous allons donc maintenant décrire plus spécifiquement ce phénomène de contraction musculaire. Comment est-ce que le calcium va interférer avec ces protéines contractiles pour entraîner leur glissement, leur interaction les unes avec les autres. La question est alors de savoir comment le calcium va entraîner la contraction. Le calcium libre au niveau cytosolique va se lier à la troponine C. Celle-ci est une des protéines qui participent à la contraction cardiaque et qui se distingue par sa capacité de fixer le calcium. Cette liaison entraîne une modification de la configuration tridimensionnelle de la tropomyosine. Le rôle de cette tropomyosine est de masquer les sites de reconnaissance de la myosine sur l'actine. Ce changement de conformation tridimensionnelle va permettre donc l'interaction actine-myosine. Nous allons utiliser une représentation schématique pour illustrer ce phénomène. À gauche, en grand A, est représenté un filament fin d'actine. Ce filament est constitué d'une double hélice de protéines d'actine, les sortes d'olives ou de grains de raisin que nous voyons sur ce schéma. Cette construction est recouverte par des protéines de tropomyosine. C'est ce qui est illustré, donc, c'est ce qui est souligné par la flèche bleue. Ces protéines de tropomyosine sont maintenues en place par des sortes de verrous qui sont en vis-à-vis de la flèche rouge. Et ces verrous, ce sont les protéines de troponine C. Le calcium, en se fixant sur la troponine C, vient désorganiser ce dispositif, vient faire glisser les protéines de tropomyosine, dévoilant sur les protéines d'actine, sur les filaments d'actine, des sites de liaison pour la myosine. À droite, maintenant, en B, est représenté un filament de myosine. Vous observez sur celui-ci la forme particulière, en bâton de golf, des têtes de myosine. À l'extrême droite, maintenant, et dans un plan sagittal, nous observons dans la partie supérieure l'absence d'interaction entre l'actine et la myosine lorsque le calcium intracellulaire est en concentration trop faible. On a marqué sans calcium. Puis, lorsqu'on rajoute du calcium, en bas à droite, l'interaction devient possible. Les têtes de myosine entrent alors en contact avec les filaments d'actine. Bien évidemment, ce simple contact ne peut pas à lui seul expliquer la contraction. Pour qu'il y ait contraction, il va falloir qu'il y ait mouvement. Donc la liaison actine-myosine va être suivie d'un pivotement de la tête de myosine sur son axe. Ce pivotement rapproche les deux strisèdes d'un sarcomère l'une vers l'autre. C'est ce que l'on appelle le raccourcissement du sarcomère. Ce raccourcissement va être multiplié par le nombre de sarcomères de la cellule, par le nombre de cellules de la bande musculaire, et ça va être responsable de la contraction cardiaque. Voici à nouveau une représentation schématique de ce phénomène. En C, un sarcomère est représenté dans les deux états successifs. Dans la partie supérieure, le sarcomère est représenté à l'état de relaxation, et dans la partie médiane de cette diapositive, le sarcomère est représenté dans un état de contraction. En D, donc dans la partie basse de cette diapositive, sont représentés un filament de myosine avec une seule tête, et en bas un filament fin d'actine. Le point vert ou bleuté,
plus précisément, illustre l'axe de pivotement autour duquel la tête de myosine va pouvoir bouger. Mais pour que cette tête de myosine bouge, il va falloir qu'il y ait une réaction enzymatique. En effet, au niveau de cette tête de myosine, il va y avoir hydrolyse d'une molécule d'ATP. Cette tête de myosine est donc porteur d'une activité ATPasique. Elle est capable de consommer de l'ATP. Cette activité biochimique va détacher la liaison actine-myosine. La tête pivote pour revenir dans sa position initiale, et à ce moment-là, une nouvelle interaction avec l'actine devient possible, et elle va à nouveau se produire. Nous venons de comprendre comment se faisait la contraction, par une description très simple. Pour que ce phénomène puisse se reproduire à nouveau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que le muscle soit capable de se relaxer. En effet, une question est de savoir combien de fois ce cycle d'événements va pouvoir se produire. En fait, l'interaction entre l'actine et la myosine pourra se produire autant de fois que la concentration calcique intracellulaire le permettra. Autrement dit, tant qu'il y a une concentration calcique intracellulaire suffisante, actine et myosine vont rentrer en contact. Myosine va présenter son pivotement, son activité ATPasique, et puis revenir en position et à nouveau interagir avec l'actine. La repolarisation, va y mettre un terme. En effet, le calcium va regagner ses sites de stockage et une petite quantité de calcium va être expulsée hors de la cellule. La repolarisation, qui est donc un phénomène électrique avec des transferts ioniques, va se traduire sur le plan mécanique par la relaxation. Il existe une restitution du calcium. Des structures spécifiques vont permettre de remplir les stocks et de faire ressortir le calcium de la cellule. Un exemple est représenté ici par l'échangeur calcium-sodium. Nous avions parlé dans un cours précédent de pompe ionique, et donc notamment dans le chapitre 1, à propos de la Na+K+ ATPase. L'échangeur vu ici, ainsi que la pompe Na+K+ ATPase, sont colocalisés et pourront interagir l'une l'autre dans certaines conditions. J'aimerais, comme je l'ai fait dans un chapitre précédent, vous convaincre que ce cours est une version volontairement simplifiée d'un chapitre de la physiologie qui est par ailleurs formidablement intéressant. Ce schéma, qui est pourtant lui-même extrêmement simplifié, donne une vision un peu plus complète des différents acteurs de celle que j'ai voulu vous donner. Je vous invite dans les années futures à approfondir vos connaissances et à revenir sur ce phénomène de contraction, mais il me semblait que pour ce cours de première année, l'approche telle que j'ai pu vous la donner ici était sans doute suffisante. Que faut-il retenir de ce court chapitre portant sur le couplage excitation-contraction? Eh bien, vous retiendrez sans doute le rôle du calcium, son mode d'entrée dans la cellule cardiaque, à quel moment est-ce qu'il rentre et comment est-ce qu'il rentre, le fait que ce calcium va interagir avec la troponine C, qui a cette capacité, et le fait que cette interaction calcium-troponine C va entraîner une modification dans la conformation des protéines contractiles. Je vous remercie de votre attention.